Bonjour à tous les passionnés, pilotes et curieux pour cette nouvelle vidéo sur les MRM que j'ai mise à jour, dans laquelle j'ai amélioré le contenu suite à quelques remarques constructives dont vous m'avez fait part et je remercie donc les commentateurs pour leur soutien. Dans cette vidéo, j'ai ajouté quelques détails afin d'élargir le sujet et pourquoi pas ouvrir des discussions pour entamer d'autres mises à jour. Dans cette vidéo, je vous présente les MRM de la manière la plus simple possible. Et pour commencer, vous verrez brièvement la provenance de ces hémérams et nous aborderons les différentes composantes du graphique. Ensuite, nous analyserons les courbes d'humidité, de température et les informations capitales que nous pourrons en tirer. Et en fin de vidéo, je vous exposerai un cas dont vous avez déjà rencontré sur les sites de vol. L'hémagramme est obtenu avec un ballon-sonde qui transporte des appareils de mesure de l'air pour obtenir la température, l'humidité et les vents aux différentes altitudes. Les résultats de ces radiosondages peuvent être obtenus sur les sites de météociel.fr par exemple. L'hémagramme est un graphique avec les températures en abscisse et l'altitude en ordonnée. L'altitude est représentée avec des géopotentiels sur la pression atmosphérique en hectopascal. Cette pression décroît avec l'altitude et pour en faciliter la lecture, vous pouvez lire l'altitude correspondante en mètres à droite du graphique. Pour information, la pression décroît de 1 hectopascal tous les 8 mètres en moyenne. Et au niveau de la mer, celle-ci se situe à environ 1013 hectopascal. Ensuite, on y retrouve les températures en abscisse et les différents isothermes en conséquence. Alors, qu'est-ce qu'un isotherme? C'est une droite qui passe par une température choisie et qui représente l'ensemble des points sur le graphique pour cette même température. Pour continuer, on retrouve ici l'adiabatique sèche. Donc pour une température donnée de la masse d'air, cette courbe donne l'évolution théorique de sa température en prenant de l'altitude. Par exemple, pour une masse d'air à 21 degrés à 900 hectopascal, soit 1000 mètres d'altitude, sachant que la température de l'air décroît de 0,975 degrés par 100 mètres, pour simplifier, on va retenir 1 degré par 100 mètres. Cette masse d'air aura une température de 16 degrés à 1500 mètres d'altitude. Avant de rentrer dans les détails pour comprendre la suite de cette vidéo, il faut savoir que l'air est saturé en vapeur d'eau lorsque toute quantité supplémentaire de vapeur apportée passe à l'état liquide. Par exemple, un nuage se forme quand la masse d'air est saturée en vapeur d'eau. Il faut savoir que plus une masse d'air est chaude et plus la quantité de vapeur d'eau qu'elle peut recevoir augmente. Par exemple, à une pression atmosphérique de 1000 hectopascal, à 30 degrés, un mètre cube d'air peut recevoir un maximum 32 grammes de vapeur d'eau avant de passer à l'état liquide. Ensuite, on retrouve l'adiabatique humide. Alors, elle correspond à l'évolution de la température d'une masse d'air saturée en humidité, soit une masse d'air saturée en vapeur d'eau, comme l'air dans un nuage par exemple. Comme l'air sec, la masse d'air humide se refroidit lors de sa montée, avec une variation de 0,6 degrés par 100 mètres. Par exemple, avec une masse d'air saturée en humidité à 27 degrés au sol, elle se retrouvera à 17 degrés à 2250 mètres. Et pour terminer, on visualise ici les courbes de rapport de mélange saturant qui représentent l'évolution de l'humidité d'une masse d'air ascendante avec une variation de 0,18 degrés par 100 mètres. Pour simplifier, on peut arrondir à 0,2 degrés par 100 mètres. Pour résumer les éléments que nous avons vus, l'adiabatique sèche, humide et le rapport de mélange saturant décrivent l'évolution dynamique de la température et de l'humidité de la masse d'air en mouvement vertical. Donc pour mieux comprendre le mécanisme, une masse d'air en mouvement vertical voit sa pression baisser avec l'altitude. Cet air se détend et sa température décroît en conséquence et inversement. On peut prendre par exemple la pompe à vélo qui, lorsque vous la comprimez, son corps se réchauffe et inversement avec une soufflette pour nettoyer l'ordinateur par exemple. Lorsque vous l'actionnez, elle se dépressurise et voit son corps refroidir. Voici un hémagramme renseigné avec lequel vous pourrez préparer votre journée de vol. Tout d'abord à gauche, on a la courbe d'humidité, dite également pseudo-adiabatique, qui correspond à la courbe de température du point de rosée. Et à droite, on a la courbe de température de l'air environnant, dite également courbe d'état. Au milieu, il s'agit de la courbe du thermomètre mouillé, mais nous ne discuterons pas de cette courbe afin de ne pas compliquer l'approche de l'hémagramme. Comme vu précédemment, la température décroît avec l'altitude.
Toutefois, il existe des couches dans l'atmosphère dans laquelle la température croît, que l'on nomme couche d'aversion, comme sur la photo ci-contre qui illustre bien cette couche. Il existe également des couches où la température reste identique, que l'on appelle couche d'isothermie. Voici notre courbe d'état qui caractérise plus un milieu de journée ensoleillé. Ici, le sol est surchauffé par le soleil et en conséquence, la couche à proximité du sol verra sa température beaucoup plus élevée que celle de l'air ambiant. Donc sur cette couche, le gradient il sera diabatique puisque nous avons une décroissance de température supérieure à 1 degré par 100 mètres, soit la pente de la diabatique sèche, sachant qu'elle est exactement de 0,975 degrés par 100 mètres. Pour simplifier, on garde ces 1 degré par 100 mètres. Ensuite, on retrouve ici un gradient adiabatique, soit un gradient de température beaucoup moins prononcé, avec une décroissance exactement de 1 degré par 100 mètres. Enfin, ici, on retrouve un gradient de température d'environ 0,3 degrés par 100 mètres, et il n'y a pas de mouvement d'air vertical pour une particule au sol à partir de 1750 mètres d'altitude. Mais pour une particule se détachant du sol à 0 mètre, cette particule pourra continuer son ascension jusqu'à croiser la courbe de température. Sur cette courbe d'état, on a donc la couche où se développent les thermiques, que l'on appelle couche convective. Et à partir de cette couche, on peut donc en déduire la qualité des ascendances convectives. Donc plus le gradient de température est élevé, et plus les thermiques seront puissants, dû à la différence de densité de la masse d'air. Pour revenir à la courbe de température de Poix de Rosée, cette courbe nous informe à quelle température doit être la masse d'air pour qu'elle soit saturée en vapeur d'eau, et donc à quelle température doit être cette masse d'air pour obtenir de la condensation, soit un nuage. Vous comprenez pourquoi la courbe de température de Poix de Rosée, soit la courbe d'humidité, est à gauche de la courbe de température, et l'écart entre ces deux courbes va donc déterminer l'humidité dans l'air environnant. Avec tous les éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, on peut donc préparer une journée de vol. Et pour ça, on va tracer une droite parallèle au rapport de mélange saturant en partant de la température de Poix de Rosée au sol. Ensuite, on va tracer une parallèle à l'adiabatique sèche en partant de la température au sol. Et à l'intersection des deux droites que l'on vient de tracer, on obtient la hauteur du plafond qui se situe à environ 1600 mètres d'altitude. Enfin, pour obtenir la hauteur du nuage, il suffit de tracer une parallèle à l'adiabatique humide à partir du point d'intersection. L'intersection à la courbe de température donne une hauteur d'environ 3600 mètres. En cas de forte instabilité, l'inertie des mouvements de masse d'air ascendant ont tendance à surélever la hauteur du développement des nuages. On peut le visualiser quand on a une tendance au surdéveloppement nuageux, congestus, cumulonimbus, lorsque la couche d'aversion est percée. Sur ces autres données, vous êtes en présence de thermiques bleues. En traçant vos droites comme précédemment, la particule de la masse d'air ascendante n'atteint pas son point de condensation et il n'y a donc pas de développement nuageux. Voici un cas qui vous est peut-être déjà arrivé, celui de décoller de ne trouver aucun thermique, alors que d'autres pilotes qui ont décollé plus haut réussissent à s'extraire. Alors pourquoi ? Parce que vous êtes probablement situé dans une basse couche stable, tandis que plus haut, une couche instable se présente, comme sur cet exemple. Sur cette photo, il s'agissait d'une journée avec une basse couche stable, en dessous de 700 mètres. Au-delà de 700 mètres, sur la Sandbaume, des thermiques étaient présents, d'où la matérialisation par des cumulus. Cette vidéo se termine, je vous remercie d'avoir suivi depuis le début cette vidéo. Et en cas de doute ou d'incompréhension, n'hésitez pas à me contacter par commentaire ou message privé.